Je crois que c'est au bout de la course qu'on jugera. Parce qu'au Cameroun, les gens fétichisent un peu trop les grades. Moi, le seul problème que moi, ça me pose, c'est peut-être ce qui a trait aux directions de travaux. C'est peut-être pour cela, par exemple, que un jour ou l'autre, je pourrais faire un dossier de changement de grade, par exemple en prenant la voie longue. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de malheur dans l'autre voie, manifestement, avec une main noire qui intervient pour m'empêcher d'avancer. Je ne peux pas vous raconter toutes mes mésaventures. Cette main noire est identifiée? Je pense qu'elle est identifiée, mais je ne serai pas plus long. Okay. Il y a une main noire qui s'est organisée pour m'empêcher de passer au rang magistral par la voie que j'avais choisie. Maintenant, je crois que c'est une leçon de la vie. Ça m'a permis d'être plus fort et ça m'a permis d'être 2 fois et 3 fois plus intelligent. Ce que je savais, ce que je voyais du monde avant de faire cette expérience, ce n'est pas ce que je vois maintenant. Maintenant, je vois le monde de tous les côtés. Et j'ai enrichi le premier registre de la connaissance que j'avais de 2 autres registres. Je crois donc que de toutes les expériences, il faut tirer le côté le plus positif. Et ne vous ennuyez pas. Souvent, il y a des parcours assez bizarres dans l'histoire de la pensée et l'histoire de l'intellect et de la culture. Je vais vous prendre quelques exemples. Karl Marx, qui a été un grand philosophe, un grand économiste et même un sociologue avant la lettre, oui, a eu un doctorat de philosophie à 23 ans. Karl Marx n'a jamais pu devenir professeur dans une université allemande de son temps. Mais Karl Marx est certainement l'intellectuel allemand qui a laissé la plus grande marque dans l'histoire, que beaucoup de professeurs ayant occupé des chaires dans les universités allemandes n'ont pas pu atteindre. Ça, c'est un premier exemple. Karl Marx a vécu de 1818 à 1883. Je vous prends un autre exemple, cette fois-là celle d'un sociologue français qui s'appelle Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est né dans les années 30, je pense en 31, et il est mort en 2002. Pierre Bourdieu est considéré, avec certains autres, comme l'un des plus grands sociologues français. Pierre Bourdieu, en fait, a enseigné au Collège de France, alors que Pierre Bourdieu, au niveau universitaire, n'a jamais pu soutenir son doctorat d'État. Non pas parce qu'il n'en était pas capable intellectuellement, mais parce qu'il avait commencé à préparer sa thèse de doctorat d'État, qui est en fait le summum, le sommet pour tout universitaire en sciences sociales, dans le domaine des lettres et sciences humaines. Et comme il travaillait avec Raymond Aron, ils se sont brouillés. Raymond Aron étant plutôt de droite et Pierre Bourdieu étant plutôt de gauche. Et Pierre Bourdieu a décidé de ne même plus faire son doctorat d'État. Or, beaucoup des gens de la génération de Bourdieu qui ont eu des doctorats d'État sont devenus des maîtres d'université, sont aujourd'hui de purs inconnus. Alors que Bourdieu a marqué non seulement la sociologie française, mais la sociologie dans beaucoup de pays du Nord, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et même en Afrique. Donc, je crois, si Dieu nous prête vie, qu'il y a d'autres voies que la voie de la simple carrière pour la carrière. Il y a la voie simplement du travail, il y a la voie des orientations et de ce que son travail produit. Je n'en dirai pas plus parce que c'est une question qui est complexe, mais je pense que l'histoire réparera les injustices qui m'ont été faites. Ok. Docteur Wonanguine, vous dites que vous êtes un stratège, un organisateur, un penseur, et que vous n'êtes pas formaté pour être un homme patrimonial de bureau. Oui, d'une certaine manière, ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Moi, je n'ai pas, par orientation personnelle, le goût de la carrière pour la carrière. Voilà. Si je devais même faire carrière, ce serait sur la base d'un certain nombre de principes, de valeurs et d'un certain nombre de règles qui sont liées à des savoir-faire. Ça veut dire que je n'accepterai pas n'importe quoi parce que je veux faire carrière, parce que je veux comme un homme. Et l'un des drames de nos pays d'Afrique, c'est qu'on a sacrifié une grande partie de notre intellectualité et de notre intelligence en soumettant les gens à ces logiques de carrière où pour progresser, ils doivent se nier et doivent en particulier piétiner leur intelligence. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pays africains, de manière collective, piétinent dans la hiérarchie du monde actuel. Aucune société ne peut avancer, ne peut se développer, ne peut s'émanciper, ne peut se faire respecter si elle piétine les différentes formes de talent et surtout l'intelligence. L'intelligence est la principale ressource de l'homme
Et l'homme, notre espèce, je le dis souvent aux étudiants, s'appelle Homo sapiens sapiens. Ça veut dire que notre espèce, sa spécificité, c'est celle d'avoir cultivé l'intelligence dans son adaptation au monde. Le pouvoir de l'homme, c'est donc le pouvoir de son intelligence à examiner les choses et à faire les bons choix concrets dans la gestion de ces choses. Donc, moi, je ne suis pas dans cette logique. Je ne peux m'associer à une logique politico-administrative que là où je saurais que les exigences d'un État sérieux sont remplies. Pas où je serais victime de chantage, d'intimidation, de pression pour faire des choses qui sont contraires aux règles qui sont posées. Et là, il n'y a pas de négociation possible. Si ce n'est pas comme ça, autant que je ne suis pas là, on peut vivre sans être. Il y a plusieurs manières de s'épanouir et de s'exprimer. L'un de nos grands malheurs aussi, c'est que les gens croient que pour s'épanouir, on a nécessairement besoin d'être président, d'être ministre, d'être ceci, cela, directeur général. Non, on peut s'épanouir de tous les points de vue. Et une société qui crée l'espace pour que les gens s'épanouissent dans différentes activités, c'est une société qui est équilibrée. C'est une société qui, parce qu'elle fournit une diversité de lieux d'épanouissement, s'ouvre les voies de mieux figurer dans le monde, de développer ses capacités économiques, de développer ses capacités de faire que ses ressortissants puissent prendre en charge leurs obligations sociales, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir envoyer ses enfants se former, pouvoir travailler. Moi, je pense que c'est ce qui est essentiel. Et l'un des grands drames, particulièrement du deuxième régime camerounais, c'est qu'il avait le capital humain pour dessiner et matérialiser une autre trajectoire pour le Cameroun. Mais précisément parce que ceux qui l'ont conduit ont privilégié d'autres objectifs, aujourd'hui le Cameroun se trouve dans une impasse. Cela n'apparaît pas dans un certain nombre de discours, mais en réalité le Cameroun d'aujourd'hui est dans une impasse. C'est un pays qui ne sait pas utiliser ses capacités, avec une autre orientation et même le même potentiel élitaire. Vous pouvez faire du Cameroun en 15 ans, 20 ans, 25 ans, un pays développé. Je dis bien développé, je ne dis pas comme on dit dans les discours à la mode en Afrique, émergent. J'ai bien dit développé et surtout émancipé. Sauf que la seule contrainte qu'il y a dans le temps historique qui est le nôtre, c'est qu'aucun pays d'Afrique noire, aucun, ne peut se développer en dehors d'une démarche panafricaine. Tant que nos élites, et particulièrement nos élites politiques, feront les malins, l'Afrique vivra toujours dans la période actuelle qui est globalement une période de désastre pour elle. Qu'est-ce qu'il faut donc faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le discours qu'il faut tenir à ces politiques pour qu'ils... il veut tenir tous les discours, que vos discours soient sensés ou pas sensés. Si les gens ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Bon, mais maintenant, s'ils ne veulent pas écouter, ce n'est pas non plus pour cela que vous n'allez pas dire ce que vous pensez. Moi, je pense que les leaders africains doivent comprendre que ce n'est pas ailleurs que se trouvent les solutions de l'Afrique. Et je crois que, de toutes les manières, même ceux qui sont les moins futés et les moins affûtés comprennent que, en fait, les ressources sont dans les sociétés. Sauf que comme ils tiennent à leur joujou de pouvoir, ils préfèrent stériliser et immobiliser les sociétés pour rester au pouvoir et avoir les privilèges de pouvoir, plutôt que miser sur l'avancement de la société, plutôt que miser sur le travail d'avancement de la société qui pourrait être fait à partir d'une utilisation appropriée des capacités et des compétences de tous. Or, c'est ça l'enjeu décisif pour les pays africains. Ce n'est pas de rester 40 ans au pouvoir, d'être 30 ans, 50 ans ministre, c'est de créer un système où, sans que ce soit le paradis, il y ait un certain nombre de possibilités d'épanouissement qui soient offertes au plus grand nombre. Il est évident qu'on ne sera jamais dans un équilibre où tout le monde aura les mêmes capacités, mais si les gens ont un certain confort, je crois que les choses peuvent avancer. Docteur Onanguiné, est-ce que lorsque le comité national de lutte contre l'inertie que pilotait Joseph-Marie Elundou et Mbok Basson décident de faire de vous le champion pour 2011, est-ce que ce n'était pas là une occasion de faire valoir vos idées de manière... sauf que moi, je ne fais pas de la politique, ou alors pour l'instant, je ne fais pas de la politique. Pour l'instant? Je dis au moins pour l'instant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne fais pas de la politique, ça c'est d'un. De deux, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas jouer des jeux trafiqués. Je ne peux pas entrer dans un jeu faussé. Je ne peux entrer que dans un jeu sain. Bon, si le jeu ne peut pas être sain et que je veux le jouer, je serai aussi obligé de le jouer d'une manière qui n'est pas saine. Si je ne veux donc pas jouer d'une manière malsaine, je préfère être en dehors de tout cela. C'est bien
de dire qu'on est candidat. Oui. Mais c'est mieux de dire qu'on est candidat dans un système institutionnel qui est crédible. Et la crédibilité, elle ne se décrète pas. La crédibilité ne se déclare pas. La crédibilité, elle se constate à travers les actes qui sont posés. Vous avez vu dans quelles conditions la dernière élection présidentielle s'est déroulée. Et vous avez vu que pour l'essentiel, ça a consisté à distribuer des 0,0 à la plupart des candidats. Un tel système n'est pas... J'allais justement demander, Dr Onanguini, c'est ça qui vous a fait peur? Non, ensuite n'oubliez pas que, en plus d'être de manière générale un intellectuel, je suis un universitaire et spécialiste d'une science particulière qui s'appelle la science politique. La science politique, c'est le savoir généralement universitaire, mais pas totalement, qui étudie les conditions dans lesquelles on conquiert le pouvoir, on l'occupe, ou les conditions dans lesquelles on essaie de le conquérir, et enfin les conditions dans lesquelles on l'exerce, on le gère. Pour envisager une telle logique, ça ne se fait pas sur la base de simples propos. C'est une démarche articulée, structurée, qui suppose un certain nombre de moyens. Bon, moi je veux bien être candidat, mais je ne peux pas être candidat du vide. Il faut d'abord avoir au préalable structuré un groupe politique. Il faut disposer d'un certain nombre de connexions avec des groupes sociaux qui sont significatifs pour pouvoir au moins peser sur l'issue de l'élection, à défaut de la gagner. Il faut disposer d'une combinaison appropriée de ressources parce que l'appareil politique combine différents éléments. Il vous faut des gens qui ont du caractère, c'est-à-dire qui ont la prédisposition à commander. Mais en plus d'avoir cette prédisposition à commander, ils doivent être bien formés, comprendre quelques règles pour savoir comment commander. Il vous faut des gens qui sont capables de mobiliser, d'attirer l'attention, de vous gagner des soutiens, qui sont donc capables de construire des réseaux de soutien et de support. Il vous faut des gens qui sont des penseurs, parce que tout en étant une activité pratique, la politique se fait aussi sur la base du discours. Et dans le discours sont véhiculées des visions. Et avec les visions viennent des valeurs. Il faut donc des gens qui aient la capacité poétique de susciter le rêve et l'émotion. Mais en même temps, il vous faudrait également des gens qui viennent contrôler le potentiel de rêve et d'émotion pour qu'il ne soit pas purement irréaliste. Il vous faut donc maintenant des experts, des gens qui connaissent un certain nombre de données, point par point. Il vous faut ensuite des stratèges, c'est-à-dire des gens qui vont organiser, planifier, programmer la mise en route de cette démarche d'accession au pouvoir. C'est ça qui manque au comité national. En l'occurrence, moi je ne la voyais pas, et puis il faut surtout une analyse des rapports de force dans un jeu faussé. Si le FDF, par exemple, vous propose d'être... Oui, mais ça c'est un rêve en couleur. Comment ça ça dit que c'est une hypothèse purement fictive. À quel titre une formation comme le Social Democratic Front m'aurait proposé, par exemple, comme candidat, moi qui n'y ai jamais milité, qui n'y ai jamais figuré au titre de cadre du parti, qui n'ai pas été un membre de l'organisation. Oui. Je ne vois pas à quel titre, dans la politique également, il y a des formes de solidarité qui sont liées au partage d'un certain nombre d'expériences. Il n'est pas évident que un parachuté puisse bénéficier de l'adhésion de l'ensemble de l'appareil, simplement parce qu'on lui prête telle ou telle autre qualité. Donc tout cela se construit. Mais, qui sait? Qui vivra verra. Voilà. Bon, docteur Onanguini, on va parcourir quelques sujets, j'ai appelé ça un sujet polémique. François Bozizé est toujours au Cameroun. Oui. Et Michel Dotodia n'est pas reçu par Paul Biya lorsqu'il faisait sa tournée en Afrique centrale. Le président Biya a-t-il choisi définitivement son camp? Je ne sais pas si le président Biya, c'est à lui que vous devrez poser la question. Il faut qu'il vous reçoive pour que vous lui posiez la question. Mais vous êtes un analyste. Il aurait la latitude de vous répondre. J'espère que vous aurez cette chance. Merci beaucoup. Cela dit, je crois que l'attitude du président Biya est commandée par un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est sa propre évolution. Le président Biya est arrivé au pouvoir par un mécanisme institutionnel. Ça veut dire que de toutes les manières, il n'y est pas arrivé par un scénario ouvert de force. Oui. Ce n'est pas un coup de force avec des éléments physiques, ce n'est pas un coup d'État militaire. Donc, quand il voit le portrait d'un dirigeant d'État, c'est quelqu'un qui est arrivé par des mécanismes institutionnels, qu'on soit en situation de monopole ou en situation de pluralisme. Donc, il ne peut que se méfier des scénarios où le leader central, le chef d'État d'un pays, arrive par la force. Ça, c'est d'un. De deux, ce chef d'État arrivé par la force
est situé dans le pourtour, c'est-à-dire dans le voisinage immédiat du Cameroun. Or, on sait qu'il y a des effets de contagion politique qui peuvent éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, pas nécessairement, intervenir du fait du voisinage. Ça veut dire que dans une sous-région, quand on prend les différentes configurations des sous-régions en Afrique, Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique australe et autres, quand une crise commence dans un pays et puis qu'il y a d'autres pays en crise, il peut y avoir un effet de diffusion. Or, on sait que malgré sa relative réussite, très relative d'ailleurs, mais relative aussi, réussite économique, le Tchad a toujours des fragilités au niveau de sa sécurité. Le Tchad a des fragilités stratégiques. La déstabilisation de la Centrafrique et celle du Tchad au voisinage du Cameroun, compte tenu maintenant des propres évolutions politiques internes du Cameroun, ça peut être quelque chose qui n'est pas bien. Ensuite, il se peut que l'ancien président centrafricain, le président Bozizé, qui a été renversé par Michel Djotodia, qui aujourd'hui est devenu le président transitoire de la République centrafricaine, ait pu communiquer certaines informations au président Biya sur ce que lui considère comme la signification de ce processus et que peut-être ces informations-là peuvent également avoir trait à la position même du Cameroun et du président Biya lui-même. Et quand on voit le déploiement de la coalition Séléka, si elle s'est essentiellement exercée sur le territoire de la République centrafricaine, il y a eu quelques escarmouches aux frontières avec le Cameroun. Et il y a eu des incidents où des éléments de la coalition Séléka sont entrés en territoire camerounais, ont même eu à neutraliser des éléments de nos forces de l'ordre. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, puisque personne ne nous dit ce qu'est devenu cet élément de nos forces de l'ordre qui a été capturé par ces rebelles centrafricains. Et ils ont eu des affrontements avec l'une de nos unités, les forces spéciales que constitue le BIA. Je pense que c'est toutes ces raisons qui expliquent la prudence du président Biya dans la gestion de ce dossier et le fait que notamment il adopte une posture qu'il n'adopte pas nécessairement habituellement. Celle par exemple de laisser un président déchu qui a été accueilli au Cameroun dans une perspective de transit humanitaire s'installer et utiliser le territoire camerounais pour exprimer sa vision politique de la situation. On a peur qu'une rébellion peut partir d'ici? Peut-être pas partir d'ici, mais arriver ici. Parce que généralement, la configuration des rébellions, compte tenu de la structure même de nos États, fait qu'une rébellion a plus de chances d'être incisive quand elle peut se replier dans un autre pays. Parce qu'une rébellion est constituée sur une base militaire qui est moins importante a priori que les forces qui sont disponibles pour un État. Donc, dans un rapport militaire classique, la rébellion ne peut pas, parce qu'elle n'a ni les moyens, ni généralement la formation. Qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise alors ce qu'on appelle les tactiques de guérilla pour essayer progressivement de casser l'assurance et la stabilité du système étatique. C'est comme ça que les guérillas fonctionnent. Il leur faut donc un espace de repli. Et généralement, les guérillas se replient dans les pays voisins. Soit parce qu'elles bénéficient de la complicité des autorités de ces pays voisins, soit simplement parce que ces autorités ne sont pas capables de contrôler efficacement leur territoire. Donc peut-être que la rébellion ne partirait pas du Cameroun, mais arriverait au Cameroun. Ok. Docteur Onanguini, si j'ai dit ça, c'est parce que ça fait quand même 2 mois déjà que François Bozizé est au Cameroun et le Bénin s'est proposé de l'accueillir. Et il reste là. Oui, il faut comprendre ça. Comment il faut comprendre alors ça? Alors que Félix Patassé a mis à peine une semaine. Oui, mais c'est peut-être parce que le contexte n'est pas le même. Peut-être le fait que le président Bozizé reste là a une signification politique. Et il communique en plus. Oui, mais c'est ça qui est dans l'élément original. Et compte tenu de la posture traditionnelle du président Biya sur les affaires sous-régionales, les affaires africaines, c'est quand même étonnant qu'on voit le président Bozizé communiquer sur la situation de son pays à partir du Cameroun. Or, généralement, quand on est dans cette posture, les autorités du pays d'accueil demandent aux leaders déchus d'avoir une certaine réserve, de rester discret et de ne pas s'exprimer à partir du territoire du pays d'accueil sur les affaires de son pays, ou alors d'utiliser le territoire du pays d'accueil pour construire des initiatives politiques, mais souvent des initiatives qui peuvent avoir une dimension politico-militaire en termes d'organisation, par exemple d'une force de rébellion qui pourrait repartir reconquérir le pouvoir à Bangui. Oui, docteur Onanguini, 2 éléments pour sortir. Il y a d'abord le Sénat, le règlement intérieur a été... On a enfin le règlement intérieur, c'est depuis vendredi. Bon, comment vous voyez, qu'est-ce qui peut... On parle d'un dauphin. Qui vous voyez à ce poste? Bon, au perchoir là-bas. Moi, je ne vois personne. Vous ne voyez personne? Parce que si je vois A, on va mettre Z. Si je vois Z, on va mettre A. Non, par rapport aux équipes, je pense que il devrait sortir de telle région. Les analystes et
les commentateurs et même les spécialistes de sciences politiques, tout cela pouvant souvent se mêler, mais étant distincts par ailleurs, ont cité un certain nombre de noms. Mais vous savez aussi que la gouvernance BIA a une certaine orientation. Quand les choix pressentis du chef central, du prince qu'il est, sont ainsi publiés, il y a le risque qu'il change les scénarios. Parce que justement, une grande partie de son art politique, une chose qu'il aime à démontrer, c'est qu'il est insondable, imprévisible. Donc, si vous commencez à sortir des noms, même s'il y avait le nom de la bonne personne là-dedans, il y a des chances que ça sorte. Et ça peut même être par esprit cynique et pervers que certains font sortir certains noms, précisément, sachant que ça peut enlever à ces personnalités-là la chance d'être au final président du Sénat. Bon, bien évidemment, la présidence du Sénat attire le regard parce que constitutionnellement, le président du Sénat est celui qui, en cas de vacance du pouvoir, assurerait pendant un certain temps la présidence de la République, l'assurerait dans des conditions d'intérim jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Connaissant le goût des Camerounais pour le pouvoir et pour le pouvoirisme, une telle position ne peut que susciter de l'intérêt. Mais il reste encore à savoir si la transition va s'effectuer dans un cadre normal. Moi, je crois que la transition ne sera pas faite dans un cadre normal. Vous êtes pessimiste? Ce n'est pas du pessimisme. Je pourrais analyser de long en large sur cet élément. Je crois qu'il sera très difficile que la transition, si on entend par là, le processus politique et institutionnel qui va conduire à un changement à la tête de l'État, se fasse de manière régulière et pacifique. Je l'ai toujours dit et je continue à le dire parce que c'est ce qui me semble résulter d'un certain nombre d'éléments d'analyse et d'observation que j'ai à ma disposition. Voilà, je vais terminer par là. Beaucoup de cadres du RDPC trouvent que Charles Ateba Yene est un peu trop, comme ils disent, il fait un peu trop de bruit. Oui, mais que pensez-vous de ces sorties médiatiques? Ce n'est pas étonnant puisque la posture dominante qui est cultivée dans cette formation politique, c'est une posture de conformisme. C'est-à-dire une posture où les gens sont des larbins qui sont aux ordres. Donc, une personnalité comme celle de Charles Ateba Yene, qui n'est pas toujours contrôlable, ne peut pas véritablement faire plaisir quand on est dans cette manière de voir. Ateba Yene est fondamentalement un activiste qui, dans sa logique, essaye toujours de s'exprimer. Et cette démarche n'est pas toujours compatible avec sa situation de militant d'un ancien parti unique qui a l'esprit du parti unique parce qu'il n'a pas perdu le pouvoir entre-temps. Il ne faut jamais oublier que le RDPC, c'est l'UNC devenu. L'UNC devient le RDPC, donc c'est l'ancien parti unique. Et qui plus est, n'est pas parti du pouvoir, dont les réflexes qui sont venus de la période du parti unique sont encore là pour une bonne part. On n'aime pas dans ce registre les gens qui s'expriment sans qu'ils aient au préalable pris un certain nombre de consignes de leurs différentes hiérarchies politiques au niveau local, régional ou au niveau national. C'est l'un des problèmes que mon frère Ateba Yene a. Dernière question. Existe-t-il encore une opposition au Cameroun? Bien sûr qu'il y a une opposition. Il serait trop simpliste de dire qu'il n'y a pas d'opposition. Le vrai problème me semble plutôt dans la capacité de cette opposition qui s'incarne dans différentes formations, à construire une alternative crédible dans un système qui est un système particulièrement pervers d'organisation politique. Je dis pervers parce que ce système n'est pas nécessairement fondé sur des règles loyales, par exemple pour ce qui concerne les élections. Ce système n'est pas nécessairement orienté par l'idée que ce qui doit sortir des compétitions électorales, c'est ce que les électeurs ont voulu choisir comme direction pour le pays ou comme direction pour tel ou tel autre niveau de l'État mis en compétition, par exemple au niveau des municipalités ou peut-être demain, si jamais on y arrive, des conseils régionaux. C'est pour ça que je dis que ce système est pervers. Parce que aussi, dans nos pays, c'est une grande maladie africaine, mais pas seulement africaine, mais même ailleurs, sous d'autres formes, cette maladie existe. Les gens prétendent faire de la politique de manière idéologique, sans idéologie. Parce que d'ailleurs, le terme idéologie, c'est un effet, un héritage de Karl Marx, a une connotation négative. Or, l'idéologie, c'est d'abord la structuration des idées. On ne peut pas conduire un combat politique sans qu'on ait des idées et des valeurs sur lesquelles on s'est au préalable entendu. Parce que sinon, après, il y aura beaucoup d'incohérences dans ce qu'on va faire. Or, chez nous, les leaders, pas seulement ceux du parti au pouvoir, mais même ceux de l'opposition,
sont beaucoup plus intéressés par les privilèges de pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir nous apporte comme avantage plutôt que de travailler sur les visions? Et ce travail sur les visions ne peut même pas simplement résulter de l'intelligence déconnectée, soit du chef du parti et de ses penseurs et stratèges, mais doit être en interaction permanente avec la communauté sociale et ses différentes composantes. Ça veut dire qu'un bon programme politique, c'est un programme qui combine l'intelligence des animateurs d'une organisation politique avec les attentes sociales telles qu'elles sont exprimées par différents groupes et qui arrive à faire une synthèse qui est une synthèse pertinente. Et ça, ce n'est pas facile. L'une des grandes difficultés, c'est l'extrême dispersion de notre opposition parce qu'elle souffre des maladies de l'état clientéliste de parti unique. Qu'est-ce que je veux dire? Notre opposition a d'abord le complexe du président, ou alors ce que j'appellerais le syndrome de Popol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme chaque chef veut être président de la République, dans notre tradition institutionnelle et politique, où le président de la République c'est un César, c'est un empereur, personne ne veut donc laisser que quelqu'un d'autre passe avant lui. Parce que si c'est celui-là qui est le César, il va l'opprimer. Il va l'opprimer. Tout le monde veut donc être César en même temps. Okay. Or, ce n'est pas possible que tout le monde soit César en même temps. Et tout le monde veut être César en ignorant les rapports de force politique réels qui existent d'abord au sein de l'opposition, puis dans le pays. Ça, c'est d'un. De deux, il y a également un communautarisme, un ethno-communautarisme maladif, ce qu'on appelle de manière simple le tribalisme. Ça veut dire que beaucoup de Camerounais ont encore une représentation extrêmement primaire de l'organisation du jeu politique. Et ils pensent qu'ils sont très réalistes. Oui. Dire, ah, si ce n'est pas mon frère du village, ça ne vaut pas la peine. Or, tant que nous sommes dans une telle structuration, il est évident que chaque changement à la tête de l'État nous fera toujours passer au bord de la guerre civile. D'abord parce que cet État est essentiellement structuré autour d'une présidence qui est de type impérial, où le président c'est un dieu sur terre, et ça va faire donc que différents groupes de pression, que ce soit des groupes d'intérêt économique, mais aussi des groupes culturels, ethno-culturels, voudraient contrôler ces positions. Ce sont ces éléments-là qui rendent extrêmement difficile la tâche de l'opposition. Okay. Or, pour finir, et pour aller simplement, l'opposition n'aura aucune chance si elle n'est pas capable elle-même d'inventer de manière mûre des mécanismes crédibles de sélection d'un leadership, d'organisation d'une plateforme qui permettrait de sélectionner les candidats. Ça, ce sera très difficile en raison de ce que je vous dis. Mais si cela n'est pas possible, il n'y aura donc pas de transition politique à la tête de l'État par la voie de la démocratie, parce que ces conditions-là rendent déjà ça difficile. Et puis on a un système qui a tout verrouillé, qui ne veut certainement pas parler d'alternance. Ok. Merci, Dr Onanguini, d'être passé nous voir. Merci à vous aussi. Ouais. Voilà. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Dimanche avec vous. C'est un réel plaisir d'avoir le Dr Mathias Eric Onanguini sur ce plateau. Quant à vous à la maison, je vous dis à dimanche prochain, 13h30. Vous pouvez donc reprendre une activité normale.